Dans le centre de conduite du combat du porte-avions américain, un silence particulier venait de s'installer parmi les officiers de quart. À l'écran tactique, 4 points isolés, qui ressemblaient encore quelques minutes plus tôt à une simple patrouille de surveillance, venaient de se réorganiser en une formation de tir. Il était 2h17 du matin lorsque la 4e vedette rapide iranienne franchit la limite des 12 000 nautiques. Le porte-avions n'était plus observé, il était encadré. Le navire filait vers le sud-est à travers une mer Noire, à 22 nœuds, son pont d'envol réduit à d'étroites bandes d'éclairage rouge. 2 chasseurs FA-18 Super Hornet attendaient, armés, sur les catapultes avant. Plus loin à l'arrière, les équipes de pont travaillaient sous des lampes voilées, arrimant le matériel contre le vent qui balayait le pont oblique. À l'intérieur, dans le centre de conduite du combat, rien de tout cela ne comptait encore. 4 contacts de surface se rapprochaient. Le premier était apparu 18 minutes plus tôt sur l'avant-bâbord. Le second avait surgi 5 milles derrière lui. Un troisième s'était approché par tribord, évoluant parallèlement au groupe aéronaval sans répondre aux appels radio. Et voilà qu'un 4e venait d'entrer par l'arrière. Sur l'écran tactique, une vedette iranienne se tenait de chaque côté de la route du porte-avions. Le contact 417 se maintenait à 10 000 nautiques sur l'avant-bâbord, coupant la trajectoire projetée de la formation. Le contact 429 se rapprochait par tribord. Le contact 423 était apparu à l'arrière, en partie masqué par l'écho-radar d'un pétrolier commercial faisant route au nord. Pris isolément, ces contacts semblaient insignifiants. Ensemble, ils dessinaient un arc qui se resserrait lentement. « Contact 423 confirmé », rapporta le coordinateur de guerre de surface. « Vitesse 36 nœuds, cap 092. » L'officier de quart tactique observait le tableau. Les 4 vedettes étaient entrées sur des relèvements et à des vitesses différentes. Cela aurait pu être une coïncidence. Puis, en l'espace de 6 secondes, toutes les 4 corrigèrent leur cap au même moment. Le contact 411 vira de 3 degrés vers le porte-avions. Le contact 417 réduisit sa vitesse. Le contact 429 accéléra. Le contact 423 s'enfonça plus profondément dans l'ombre radar du pétrolier. Leur mouvement les plaçait à des distances presque égales de la formation américaine. 4 embarcations distinctes venaient d'effectuer 4 corrections distinctes à 6 secondes d'intervalle. Ce n'était pas de la navigation, c'était du commandement et du contrôle. Le groupe aéronaval réagissait déjà. 8 milles en avant, un destroyer de classe Harley Burke augmenta sa vitesse et se rapprocha de l'axe central de la formation. Son radar de veille maintenait des pistes continues sur les 4 vedettes, tandis que ses caméras électro-optiques à longue portée pivotaient vers leur relèvement. Un second destroyer, positionné derrière le porte-avions, se déplaça vers tribord, plaçant sa coque entre le porte-avions et le contact 429. Le porte-avions lui-même modifia son cap de 4 degrés vers le sud. Ce n'était pas une fuite. Ce virage obligeait les vedettes à recalculer leurs interceptions, tout en offrant aux escorteurs un espace de manœuvre supplémentaire. Sur le destroyer de tête, le canon de 5 pouces pivota lentement vers bâbord. Il ne visait pas directement la vedette la plus proche. Il se déplaçait juste assez pour être vu. Le premier avertissement fut diffusé sur la fréquence maritime internationale. Navires iraniens, ici un navire de guerre de la marine des États-Unis, opérant avec une formation navale protégée. Maintenez une distance de sécurité et faites connaître vos intentions. Aucune réponse. Le message fut répété. De nouveau, le silence. Les 4 embarcations poursuivaient leur approche. À 2h19, les calculs de points de rapprochement maximal furent actualisés dans toute la formation. Le contact 411 passerait à 1,008 dixièmes de nautique. Le contact 417 croiserait à moins de 2000 devant le porte-avions. Le contact 429 était projeté pour entrer dans le secteur défensif tribord. Le contact 423 restait partiellement masqué par le pétrolier, sa route exacte incertaine. Le délai avant le premier point de rapprochement était de 13 minutes.
en supposant qu'aucune des vedettes n'accélère à nouveau. Personne, dans ce centre de commandement, ne croyait qu'elles maintiendraient leur vitesse. Le commandant du porte-avions entra dans le compartiment au moment où une nouvelle image infrarouge apparaissait à l'écran central. Le contact 429 remplissait l'écran. L'embarcation filait bas sur l'eau, projetant un long sillage blanc derrière sa poupe. Sa section avant portait un petit affût. Plusieurs membres d'équipage étaient visibles près de l'axe du pont. Derrière eux, 2 longs objets cylindriques étaient fixés sur le pont, recouverts d'une bâche sombre, mais leur dimension ne laissait aucun doute. « Système de lancement possible, monté sur le pont », rapporta l'officier de renseignement de quart. Le commandant observa l'image sans un mot. Un marin s'approcha du cylindre tribord. Un autre parut relâcher une sangle d'arrimage. La bâche se souleva dans le vent. « Enregistrez tout !» ordonna le commandant. Chaque balayage radar, chaque transmission radio, chaque signature thermique, chaque correction de cap était déjà archivée. Sur le pont d'envol, les chasseurs d'alerte restaient reliés à leurs catapultes. Les pilotes montaient dans les cockpits pendant que les mécaniciens retiraient les goupilles de sécurité et dégageaient la zone de lancement. Sous le pont, les portes étanches se fermaient compartiment par compartiment. Les équipes de lutte contre les avaries prenaient position. Les postes médicaux étaient armés. Les circuits de carburant étaient isolés là où c'était possible. Le navire n'était pas encore attaqué, mais l'équipage se préparait déjà au premier impact, avant même qu'une arme n'ait touché l'eau. À 2h21, le contact 417 accéléra. Le changement fut immédiat. Sa vitesse grimpa de 31 à 43 nœuds. La vedette vira à travers l'étrave du destroyer de tête, forçant le navire américain à choisir entre garder sa formation et laisser l'embarcation iranienne pénétrer l'écran défensif. Le destroyer maintint son cap. Un second avertissement fut transmis. Embarcation iranienne approchant par le nord-ouest, modifiez immédiatement votre route. Vous entrez dans une zone défensive réglementée. Toujours aucune réponse. Le contact 417 continuait d'accélérer, son sillage s'élargissant, éclatant sous les optiques infrarouges. Le destroyer vira de 6 degrés vers bâbord, épousant l'approche de la vedette tout en restant entre elle et le porte-avions. Et c'est à cet instant que le contact 423 disparut. La vedette, placée derrière la formation, ralentit juste au moment où le pétrolier commercial traversait son relèvement. Son écho-radar fusionna avec celui, bien plus large, du navire civil, puis s'effaça dans le fouillis de surface. Le destroyer arrière modifia ses réglages radars. Rien. L'équipe de contrôle hélicoptère chercha aux infrarouges. Les gaz d'échappement et la machinerie chaude du pétrolier saturaient l'image. « Piste 423 perdue », rapporta l'opérateur radar. « Depuis combien de temps ?»« 8 secondes. » L'officier de quart tactique observa la formation. 3 vedettes iraniennes restaient visibles. La 4e se trouvait quelque part derrière le porte-avions, à l'intérieur des 12 milles nautiques, utilisant un navire civil comme couverture. Nous avons désormais 3 contacts visibles et une menace de surface non localisée à l'intérieur du secteur défensif. Le commandant n'hésita pas. « Sonnez le branle-bas de combat général !» L'alarme parcourut le porte-avions. Les marins quittèrent les coursives et sécurisèrent les compartiments. Les servants d'armes prirent position le long du bord. Des guetteurs supplémentaires montèrent à des postes protégés, équipés de jumelles de vision nocturne. Sur les destroyers d'escorte, les systèmes de défense rapprochés passèrent en veille active. Les servants de mitrailleuses suivaient les vedettes à travers des optiques stabilisées. Les équipes de conduite de tir préparaient des solutions, mais gardaient leurs armes au repos. Les règles restaient inchangées. Avertir, observer, bloquer. Ne pas ouvrir le feu tant que l'intention hostile ne serait pas devenue incontestable. À 2h23, les 3 vedettes visibles changèrent de cap à nouveau, presque simultanément. Le contact 411 vira vers l'intérieur depuis bâbord. Le contact 417 continuait de traverser l'avant de la formation. Le contact 429 se déplaçait vers l'arrière tribord. L'arc se resserrait. Le système de guerre électronique du groupe aéronaval détecta une transmission en rafale,
de moins d'une demi-seconde, puis une autre. Les signaux sautaient de fréquence et disparaissaient avant que les analystes ne puissent en extraire le contenu. Mais le rythme était clair. Chaque rafale précédait immédiatement une manœuvre des vedettes. « Elles se synchronisent », dit l'officier de guerre électronique. « Elles ne se parlent pas », répondit le commandant. « Elles se chronomètrent. » L'image infrarouge du contact 429 se précisa. La bâche avait été retirée de l'un des cylindres. Un marin se tenait près de ce qui ressemblait à un tube de lancement arrière. Le contact 411 montrait un mouvement similaire. Sur le contact 417, du personnel dégageait le pont arrière. Le commandant ordonna au porte-avions d'augmenter sa vitesse. Au plus profond du navire, 4 arbres d'hélice massifs répondirent. Le pont se mit à vibrer tandis que le bâtiment franchissait les 25 nœuds. Son virage ouvrit légèrement la formation, permettant au destroyer arrière de se rapprocher du sillage du porte-avions. À 2h25, le destroyer de tête lança l'ultime mise en garde. « Embarcation d'attaque iranienne, votre approche coordonnée est dangereuse et menaçante. Écartez-vous immédiatement. » Pendant 3 secondes, la fréquence resta silencieuse. Puis une salve de parasites traversa le canal. Aucune voix ne suivit. Le contact 417 modifia son cap de 2 degrés supplémentaires vers la formation. L'affichage tactique se recalcula. Point de rapprochement du contact 411, 1006 dixièmes, du contact 417, 1009 dixièmes, du contact 429, 1004 dixièmes. Position du contact 423, inconnu. L'équipe sonar du destroyer arrière écoutait sous la surface depuis la disparition de la 4e vedette. L'océan était saturé de bruit. L'hélice du pétrolier, les 4 arbres du porte-avions, la machinerie des escorteurs, le trafic marchand lointain. Puis, à 2h26 et 11 secondes, un son nouveau traversa tout cela. Un impact métallique bref, un claquement mécanique et creux, puis le souffle caractéristique d'un gaz comprimé se libérant sous l'eau. L'opérateur sonar figea l'enregistrement et le repassa. La seconde écoute leva tout doute. « Transitoire de lancement possible » rapporta-t-il, « relèvement 086 ». Tous les officiers du compartiment se tournèrent vers l'affichage tactique. Le relèvement 086 pointait directement vers le pétrolier commercial, vers l'ombre radar où le contact 423 s'était volatilisé. La 4e vedette ne s'était pas retirée. Elle avait utilisé le pétrolier pour s'approcher sans être vue, et quelque chose venait d'entrer dans l'eau. Torpille dans l'eau, relèvement 086, possible phase d'acquisition. L'alerte atteignit chaque navire de la formation à 2h26 et 14 secondes. Personne n'attendit une seconde confirmation. Dans le centre de conduite du combat, le contact sous-marin apparut comme un symbole mobile derrière la formation. Sa vitesse initiale demeurait incertaine, mais elle augmentait. Le relèvement restait stable. Cela signifiait qu'il ne dérivait pas. Il venait vers eux. Le commandant donna 3 ordres coup sur coup. Barre tout à droite, machine en avant pour 30 nœuds, déployer les contre-mesures. Au fond du navire, la centrale propulsive envoya davantage de puissance dans les 4 arbres d'hélice. La coque vibra tandis que le porte-avions amorçait son virage vers le sud, sa route projetée s'écartant du premier contact sous-marin. Derrière lui, le destroyer d'escorte arrière vira vers la menace. Cette manœuvre plaçait le navire américain plus petit entre la torpille et le porte-avions. Ce n'était pas un hasard. Ce destroyer disposait de systèmes conçus pour détecter, tromper et détourner une arme sous-marine loin d'un bâtiment plus important. Son équipage s'était entraîné pour ce rôle à maintes reprises, mais jamais avec une embarcation d'attaque iranienne opérant à moins de 12 000 nautiques. Le centre d'information de combat du destroyer prit la direction de l'engagement sous-marin. Sonar, classifiez le contact. Impossible à classifier, transitoire large bande uniquement. Contact se déplaçant vers l'est. Portée estimée, 7 000 yards et se rapprochant. Le destroyer déploya sa première contre-mesure acoustique. Un leurre cylindrique entra dans l'eau derrière le navire
et commença à émettre une fausse signature acoustique, reproduisant le bruit de machinerie et le rythme d'hélice d'un bâtiment bien plus imposant, créant une cible artificielle loin de la position réelle du porte-avions. La torpille continua d'avancer. Pour l'instant, elle ne montrait aucune réaction. Au même moment, le tableau de surface se modifia. Le contact 411 accéléra depuis bâbord. Le contact 417 augmenta sa vitesse devant la formation. Le contact 429 vira vers l'intérieur depuis tribord. En quelques secondes, les 3 vedettes iraniennes visibles dépassaient les 40 nœuds. Leur synchronisation correspondait exactement au lancement sous-marin. L'officier de quart tactique observait la géométrie se dessiner. La torpille avait forcé le porte-avions à virer vers le sud. Ce virage ouvrait un espace derrière la hanche tribord du navire. Le contact 429 se déplaçait déjà à travers cet espace. L'attaque sous-marine n'était pas séparée de l'approche de surface. Elle façonnait le mouvement du porte-avions. « La torpille nous pousse vers les vedettes de surface », rapporta le coordinateur de guerre de surface. Le commandant était parvenu à la même conclusion. « Ne les laissez pas franchir l'écran !» Le destroyer de tête changea de cap pour bloquer le contact 417. Le destroyer arrière resta entre le porte-avions et la menace sous-marine. Un croiseur, positionné à l'est du porte-avions, élargit sa position pour créer une seconde barrière contre le contact 429. Le groupe aéronaval se scindait en secteurs défensifs distincts, chaque navire héritant désormais de sa propre menace. Le porte-avions poursuivait son virage. Sur le pont d'envol, les marins s'arrimaient contre l'inclinaison croissante. Les 2 chasseurs d'alerte restaient sur les catapultes, moteurs allumés, tandis que les officiers de catapultage attendaient la stabilisation du pont. L'hélicoptère MH-60R Seahawk, positionné près de l'arrière du pont d'envol, reçut l'ordre de décoller. Son équipage disposait de moins de 2 minutes pour achever la procédure. Les rotors accélérèrent, tandis que le personnel de pont retirait les dernières amarres. L'appareil s'éleva à travers l'air turbulent et vira vers le relèvement 086, dernière position connue du contact 423. Sa mission était immédiate: retrouver la vedette disparue, localiser l'arme sous-marine et déterminer si le porte-avions faisait face à une seule torpille ou à plusieurs. À 2h27, le sonar du destroyer arrière retrouva le contact. Piste sous-marine unique tenue. Vitesse en augmentation. Cap 094. La vitesse estimée dépassait largement celle d'un engin dérivant. L'affichage tactique traça une ligne devant le contact. Une ligne qui ne pointait pas vers la position actuelle du porte-avions, mais vers l'endroit où il se trouverait une fois son virage achevé. L'arme ne poursuivait pas un bruit à l'aveugle. Elle se dirigeait vers un point d'interception calculé. Délai avant le point de rapprochement le plus proche, 2 minutes 40 secondes. Le destroyer largua une seconde contre-mesure, plus loin de la formation cette fois, émettant avec une intensité accrue. Pendant plusieurs secondes, la torpille maintint son cap, puis son relèvement changea, 3 degrés vers le nord. L'arme avait réagi. Le chef sonar observa la trajectoire s'infléchir vers le leurre. Le leurre retient son attention. Personne ne se détendit. Le changement était trop faible. La torpille continuait vers l'est, toujours à l'intérieur du secteur défensif du porte-avions. Sur l'eau, le contact 411 se trouvait à 9000 nautiques du porte-avions. Son équipage avait retiré la bâche d'un tube arrière. Il coupa l'étrave du destroyer de tête, forçant le navire américain à virer avec lui. Le contact 429 se dirigeait vers l'ouverture créée derrière le porte-avions. Le destroyer de tête transmit un nouvel avertissement. Embarcation d'attaque iranienne dégagée immédiatement. Un lancement sous-marin hostile a été détecté. Toute nouvelle action menaçante sera accueillie par la force défensive. Le canal resta silencieux 2 secondes. Puis une voix répondit. « Navire américain, modifiez votre cap !» La transmission était brève, déformée, fortement accentuée. Elle n'identifiait pas la vedette. Elle ne niait pas le lancement. Elle n'ordonnait pas aux autres embarcations iraniennes de s'écarter. Le message s'arrêta là. Le contact 429 continuait de se rapprocher.
Sur le destroyer de tête, le canon de 5 pouces suivait le contact 4-1-1. De plus petites tourelles stabilisées suivaient son mouvement de manière indépendante. Les armes étaient prêtes. L'ordre de tirer n'avait pas été donné. Le commandant américain devait encore déterminer si les vedettes comptaient lancer d'autres armes ou simplement forcer la formation à reculer. À 2h28, le Seahawk passa derrière le pétrolier commercial. Sa caméra infrarouge frontale fouilla les eaux sombres. La coque du pétrolier emplit d'abord l'écran, puis l'hélicoptère vira et regarda au-delà de sa poupe. Le contact 423 apparut à moins de 2000 nautiques, filant vers le sud-est à 32 nœuds. Son pont était presque éteint. Seuls les gaz d'échappement du moteur et quelques signatures thermiques humaines étaient visibles. Derrière elle, une perturbation étroite fendait l'eau. L'opérateur de capteur centra sa caméra sur ce sillage. Confirmation visuelle d'une traînée de lancement. L'équipage transmit l'image au groupe aéronaval. La 4e vedette avait bien tiré. Le Seahawk descendit et largua sa première ligne de bouée acoustique, disposée entre le contact 4-2-3 et la formation américaine. Quelques secondes plus tard, les données acoustiques commencèrent à arriver. La première bouée détecta la torpille. La seconde perçut un transitoire distinct, plus au sud. La troisième détecta un autre signal mobile sous la surface. Le tableau sonar passa d'un contact à 3. « Piste sous-marine multiple », rapporta le Seahawk. « 3 contacts possibles. » Dans le centre de conduite du combat, 3 symboles apparurent sous la ligne de surface. L'un venant de la direction du contact 4-2-3, un second plus au sud, un troisième émergeant derrière la nouvelle route du porte-avions. L'officier de quart tactique demanda une classification. L'équipage du Seahawk ne pouvait la fournir. Les signaux étaient trop proches de la surface et le bruit du groupe aéronaval brouillait les bouées. Il pouvait s'agir de 3 armes distinctes, d'une torpille et de 2 leurres, ou de plusieurs objets largués à des moments différents. Le porte-avions disposait de moins de 2 minutes avant que la piste la plus proche n'atteigne sa trajectoire projetée. Le commandant ordonna un nouveau changement de cap. Le navire vira davantage vers le sud, forçant tout le groupe aéronaval à s'ajuster de nouveau. Le contact 429 réagit immédiatement, modifiant son cap vers la poupe du porte-avions. Il avait anticipé la manœuvre. « Ils lisent chacun de nos virages », rapporta le coordinateur de guerre de surface. Le commandant répondit sans quitter l'écran des yeux. « Alors cessez de réagir aux 4 à la fois. Attribuez un navire à chaque contact. » Le destroyer de tête prit la responsabilité du contact 417. Le croiseur se chargea du contact 429. Le destroyer arrière resta responsable des pistes sous-marines. Le Seahawk demeura sur le contact 423. Un second escorteur, se rapprochant depuis bâbord du porte-avions, prit en charge l'arme sous-marine liée au contact 411. Le groupe aéronaval ne réagissait plus comme une cible unique. Il venait de se transformer en 4 unités défensives indépendantes entourant le porte-avions. À 2h30, la première torpille vira plus nettement vers le leurre acoustique, s'écartant du porte-avions. Pendant 7 secondes, le danger sembla diminuer. Puis l'arme changea de direction une nouvelle fois. Elle dépassa le leurre et reprit un cap vers l'est. L'opérateur sonar vérifia les données à 2 reprises. La torpille avait examiné le faux signal et l'avait rejeté. Le contact a réacquis. Réacquis quoi? Inconnu. Elle suit peut-être la trajectoire initiale du porte-avions. Le destroyer arrière vira plus fort, coupant la route de la torpille. Son équipage prépara un autre leurre, en utilisant cette fois le navire lui-même pour créer une cible plus forte que le porte-avions, plus loin devant. Le commandant du destroyer comprenait la conséquence. Si la torpille se reportait sur son propre navire, le porte-avions serait protégé, mais son équipage disposerait de moins de temps pour réagir. Sur l'eau, le contact 411 franchit la limite des 7000 nautiques. Les caméras infrarouges montraient 2 hommes s'affairant autour de son tube de lancement. Le contact 417 restait devant le destroyer de tête, multipliant les virages en S rapide.
Le contact 429 ralentit soudain, sa poupe pivotant vers le porte-avions. La caméra du croiseur zooma. La bâche avait été retirée d'un tube. Un marin se tenait au poste de commande. L'embarcation iranienne 429 prépare un lancement. Le croiseur transmit un avertissement direct. Contact 429. Sécurisez immédiatement votre système d'armes. Aucune réponse. Le tube continuait de pivoter. Le système de conduite de tir du croiseur établit une solution de tir. Pourtant, aucun coup ne partit. À 2h31, le Seahawk revint vers le contact 423. La vedette disparue avait commencé à se retirer derrière le pétrolier, mais sans vitesse maximale. Son équipage semblait observer le groupe aéronaval plutôt que fuir. L'opérateur de capteur repéra un autre objet cylindrique sur le pont, un tube vide, l'autre encore chargé. Le Seahawk diffusa sur le canal maritime. « Navire iranien près du pétrolier commercial. Vous avez procédé à un tir hostile. Arrêtez vos machines et sécurisez toutes vos armes. » Le contact 423 ne répondit pas. Il vira légèrement, gardant le pétrolier entre lui et le destroyer américain le plus proche. Puis, à bord du contact 429, le tube de lancement se mit en position. Un nuage blanc jaillit de la poupe. Un long objet cylindrique quitta son support, traversa le pont arrière et frappa l'eau. L'impact souleva une gerbe d'écume visible depuis le croiseur. « Nouveau lancement !» L'alerte atteignit le porte-avions aussitôt. Le sonar du destroyer arrière détecta l'entrée dans l'eau quelques secondes plus tard. Transitoire à courte portée, relèvement 194. Une nouvelle piste sous-marine apparut derrière le porte-avions. La première torpille venait toujours de tribord. Le nouveau contact approchait de l'arrière. Deux autres signaux restaient non classifiés sous la couche thermique. Le premier tir avait forcé le porte-avions à virer. Le second attendait précisément ce virage, et il se trouvait déjà à l'intérieur de l'écran extérieur. Le contact sous-marin le plus proche se trouvait à 52 secondes de la trajectoire projetée du porte-avions. À 2h33, le porte-avions filait vers le sud à près de 30 nœuds, sa coque massive fendant la mer sombre pendant que deux pistes de torpilles approchaient de directions différentes. Le premier contact se rapprochait par tribord, le second venait de l'arrière. Deux signaux acoustiques supplémentaires demeuraient sous la couche thermique, se déplaçant assez lentement pour être des leurs, mais assez proches pour ne pas être écartés. Dans le centre de conduite du combat, l'affichage tactique montrait toute la formation s'étirer sous la pression. Le porte-avions n'était plus au centre d'un écran resserré. Ses escorteurs s'étaient séparés pour affronter 4 menaces indépendantes. Le destroyer arrière restait entre le porte-avions et la première torpille. Le croiseur tenait le secteur tribord face au contact 429. Le destroyer de tête bloquait le contact 417 devant la formation. Un second escorteur se dirigeait vers le contact 411 à bâbord. Au-dessus, le Seahawk poursuivait le largage de bouées acoustiques le long des couloirs d'approche sous-marins. Le commandant du porte-avions observait le compte à rebours, 48 secondes. Le destroyer arrière déploya une autre contre-mesure acoustique, à 2000 yards à l'ouest du navire, émettant immédiatement une signature mécanique puissante, imitant plusieurs arbres d'hélice tournant sous forte charge, reproduisant le son d'un grand bâtiment traversant directement la route de la torpille. Le contact sous-marin réagit. Son relèvement se décala de 2 degrés, puis de 4. La torpille commença à virer vers la fausse cible. « Le contact suit le leur », rapporta le chef sonar. L'officier de quart tactique observait la ligne projetée s'écarter de la coque du porte-avions. Ce n'était pas suffisant. L'arme conservait de l'énergie et le porte-avions restait dans son secteur de recherche. Le porte-avions modifia sa vitesse. Pendant 12 secondes, la centrale propulsive réduisit le régime des arbres. La signature acoustique du navire chuta, tandis que son élan le portait encore à travers le virage. Puis les arbres réaccélérèrent. La manœuvre modifia la relation entre la position réelle du porte-avions et celle que la torpille avait calculée moins d'une minute plus tôt. Le point d'interception projeté se retrouva derrière le navire. La torpille continua vers le leur. À 2h33 minutes et 31 secondes,
Elle passa à plus de 1000 yards à l'arrière du porte-avions. Aucun impact ne suivit. Aucune explosion ne troubla la surface. La première arme avait manqué sa cible, mais elle restait active. Elle traversa le sillage du porte-avions et vira vers le nord, en direction de la source acoustique la plus forte restante, le destroyer arrière. « Le contact se reporte sur nous », rapporta l'opérateur sonar. Le commandant du destroyer ne modifia pas son ordre. « Maintenez votre position entre l'arme et le porte-avions. » Le navire américain augmenta sa vitesse, continuant d'entraîner la torpille loin de la formation. Le porte-avions avait échappé à la première interception. L'escorteur venait d'en hériter. Il n'y avait pas de temps pour suivre l'issue de cette course. La seconde torpille approchait toujours de l'arrière. Les bouées du Seahawk produisirent une image acoustique plus nette lorsque le contact entra dans le sillage du porte-avions. Son comportement différait du premier. L'arme ne se dirigeait pas vers la source la plus bruyante, ne réagissait pas au leurre le plus proche et conservait un cap fixe à travers le centre de la formation. Les analystes sonars parvinrent presque simultanément à la même conclusion. Elle suit peut-être un schéma préprogrammé. Cette seconde arme ne cherchait pas un navire précis. Elle traversait un point géographique où les vedettes iraniennes avaient prévu que le porte-avions se trouverait. Le porte-avions avait déjà quitté ce point, mais le croiseur et le destroyer arrière s'en rapprochaient en ajustant leur formation. « Dégagez le couloir de la torpille », ordonna l'officier de quart tactique. Le croiseur vira vers l'est. Le destroyer arrière vira vers l'ouest, tout en gardant le contact avec la première arme. Le porte-avions poursuivit vers le sud. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, la formation cessa de se déplacer comme un seul bloc. Chaque navire s'écartait de la trajectoire prévue de la seconde torpille. Sur l'eau, les vedettes iraniennes tentèrent d'exploiter ce mouvement. Le contact 411 franchit la limite des 5000 nautiques par bâbord, sa vitesse ayant grimpé à 45 nœuds. Le contact 417 restait devant le destroyer de tête, imposant une série de corrections de cap au navire américain. Le contact 429, qui venait de lancer la seconde arme sous-marine, s'écarta du croiseur et commença à préparer son tube restant. Les vedettes ne formaient plus un arc équilibré. Elles attaquaient désormais chacune de leur côté. Cela les rendait plus agressives, mais aussi plus faciles à isoler. « Attribuez des autorités d'engagement distinctes », ordonna le commandant du porte-avions. « Ne les laissez pas se soutenir mutuellement. » Le destroyer de tête conserva la responsabilité du contact 417. Le croiseur resta sur le contact 429. L'escorteur de bâbord intercepta le contact 411. Le Seahawk demeura au-dessus du contact 423. Le groupe aéronaval ne réagissait plus à la formation iranienne comme à une menace unique. Il la démantelait, vedette après vedette. À 2h35, le contact 411 ignora un nouvel avertissement et vira vers le porte-avions. Son point de rapprochement chuta sous le 1000 nautiques. L'escorteur de bâbord se plaça sur sa trajectoire et transmit sur la fréquence d'urgence. « Embarcation d'attaque iranienne, modifiez immédiatement votre route. Vous approchez d'un porte-avions américain dans des conditions hostiles. » Le contact 411 ne répondit pas et continua d'avancer, son tube de lancement arrière toujours découvert. Le destroyer tira une salve d'avertissement dans l'eau, devant l'étrave de la vedette, une ligne contrôlée d'impact, projetant des colonnes d'eau blanche sur sa route projetée. Le contact 411 traversa les embruns sans ralentir. Le destroyer donna l'ordre final. « Neutralisez la propulsion, évitez la timonerie !» La tourelle stabilisée suivit la poupe de la vedette. Une brève rafale franchit la distance restante et frappa le compartiment moteur ainsi que la machinerie externe. L'effet fut immédiat. La signature thermique de la vedette s'embrasa. Une fumée sombre se répandit dans son sillage. Sa vitesse chuta de 45 à 27, puis à 17 nœuds. L'embarcation entama un virage incontrôlé vers bâbord, sa poupe s'enfonçant, tandis qu'un moteur cessait de produire une poussée. L'équipage iranien s'éloigna du tube de lancement. Le contact 411 sortit du combat.
La formation de 4 vedettes n'en comptait plus que 3. Au même instant, la première torpille se rapprochait du destroyer arrière. Le leurre acoustique, resté derrière le navire, émettait à pleine intensité. La torpille se reporta de nouveau vers lui. Le destroyer vira sèchement, éloignant le leurre de sa propre coque. L'arme suivit la fausse signature à travers le sillage du navire, puis poursuivit vers le nord. Le sonar la suivit encore 20 secondes, avant que le contact ne perde de la vitesse. Sa course l'avait emporté au-delà de la formation américaine. La première menace sous-marine n'était plus capable d'atteindre le Porte-Avines. La seconde torpille restait dangereuse. À 2h36, elle pénétra dans l'espace entre le croiseur et le destroyer arrière, courant assez près de la surface pour que les capteurs du Seahawk détectent une faible perturbation. Elle traversa la position qu'occupait le porte-avions moins de 3 minutes plus tôt. Si le porte-avions avait maintenu sa route initiale, l'arme aurait croisé directement sous sa hanche tribord. Au lieu de cela, elle poursuivit sa course dans une eau vide. Le sonar du croiseur la détecta passant à l'arrière. L'arme ne vira pas. Elle resta sur sa trajectoire programmée et dépassa la formation. La seconde attaque avait, elle aussi, échoué, mais les vedettes de surface continuaient de se rapprocher. Le contact 429 avait achevé de repositionner son tube restant. La caméra électro-optique du croiseur montra 3 membres d'équipage autour de l'affût. L'un retirait un capot de sécurité, un autre se tenait près des commandes de tir. Le croiseur transmit un avertissement. Contact 429, sécurisez immédiatement votre lanceur. Aucune réponse. Le tube pivota vers la nouvelle position du porte-avions. L'équipe de conduite de tir du croiseur demanda l'autorisation d'engager. Le commandant examina les images. Le tube était découvert, l'équipage au poste de tir, l'arme pointée vers la formation protégée. L'intention hostile n'était plus théorique. Neutraliser le système de lancement. Le croiseur ouvrit le feu par rafale contrôlée. Les projectiles frappèrent la section arrière du contact 429. Les premiers impacts endommagèrent le support rotatif du tube. La seconde rafale toucha la machinerie voisine. Un éclat de lumière apparut sous le lanceur. Le tube se souleva brusquement puis s'immobilisa. Le contact 429 réduisit sa vitesse, sa poupe se mettant à dégager une fumée épaisse. Un marin en tira un autre loin de l'affût endommagé, tandis que la vedette virait hors du couloir d'attaque. Le troisième tir possible avait été stoppé avant que l'arme n'entre dans l'eau. 2 vedettes iraniennes étaient désormais endommagées. 2 restaient opérationnelles. Le contact 423, toujours dissimulé près du pétrolier, et le contact 417, toujours en mouvement devant le destroyer de tête. À 2h38, le contact 417 cessa ses virages d'évitement. Il redressa son cap, sa vitesse grimpant de 39 à 47 nœuds. La solution radar du destroyer de tête se mit à jour. La vedette iranienne ne cherchait plus une ouverture dans l'écran du porte-avions. Elle se dirigeait droit vers le destroyer américain. Point de rapprochement le plus proche, 0. Temps restant, 71 secondes. Le destroyer transmit un avertissement immédiat. Contact 417, vous êtes en route de collision. Modifiez votre cap maintenant. L'embarcation iranienne resta silencieuse, son étrave se relevant tandis que ses moteurs la poussaient plus vite. Le destroyer ajusta son cap de 5 degrés. Le contact 417 corrigea aussitôt dans le même sens. Le navire américain manœuvra de nouveau. La vedette iranienne suivit exactement le même changement. Ce n'était pas une approche accidentelle, elle suivait le destroyer. Le canon de 5 pouces pivota vers le contact. Des armes servies par équipage le suivirent depuis les 2 bords du navire. Le commandant du destroyer ordonna à la passerelle de maintenir juste assez de vitesse pour manœuvrer, tout en gardant la coque entre le contact 417 et le porte-avions. La distance chuta sous le mille nautique. Les caméras infrarouges examinèrent le pont de la vedette. Son tube de lancement restant ne pivotait pas. Aucun marin ne préparait d'armes. En revanche, le personnel s'était éloigné de l'étrave et la section avant paraissait renforcée par un blindage épais. L'officier de quart tactique
comprit le changement avant même que l'équipe radar n'achève son prochain rapport. Le contact 417 ne tentait pas un nouveau lancement de torpille. Il utilisait l'embarcation entière comme une arme. À 2h39, l'embarcation iranienne franchit la limite des 1500 yards. Le destroyer transmit l'ultime avertissement sur tous les canaux maritimes disponibles. « Écartez-vous immédiatement ou vous serez engagé ». Aucune réponse ne vint. Le contact 417 continuait d'accélérer. Les torpilles n'étaient pas parvenues à percer l'écran défensif. La vedette ne cherchait plus à tirer à travers lui. Elle cherchait à le traverser de force. À 700 yards du destroyer, elle accélérait toujours. À 2h41, l'embarcation iranienne se rapprochait à 47 nœuds. Son étrave renforcée pointait directement vers la hanche bâbord du navire américain. Le destroyer avait déjà changé de cap 2 fois. Chaque fois, la vedette avait corrigé sa route. Il ne subsistait plus aucun doute. Ce n'était pas un passage dangereux, mais une tentative de collision. Portée 600 yards. Le commandant du destroyer se tenait derrière l'équipe de passerelle, observant l'embarcation iranienne à travers les vitres avant et sur l'écran électro-optique. Si le destroyer virait trop, il ouvrirait un couloir direct vers le porte-avions. S'il maintenait son cap, la vedette iranienne heurterait la coque. Le commandant donna alors la seule manœuvre capable de préserver l'écran défensif. « Barre tout à droite! Toute machine en avant toute !» Le destroyer commença à s'écarter du point d'impact tout en accélérant à travers l'eau, sa poupe se déplaçant vers l'extérieur pour réduire l'angle disponible à la vedette sans exposer le porte-avions derrière lui. La vedette 417 ajusta sa route une nouvelle fois. L'homme de barre iranien suivait toujours. Le canon de 5 pouces ne pouvait engager à cette distance sans créer un risque inutile pour le navire lui-même. Les tourelles stabilisées de la superstructure maintenaient une visée précise sur l'embarcation qui approchait. L'ultime avertissement fut diffusé. Contact 417. Écartez-vous immédiatement. Vous êtes en route de collision et serez engagé. Aucune réponse. Portée 400 yards. Le destroyer tira dans l'eau devant la vedette, une ligne d'impact traversant sa route. L'embarcation iranienne continua à travers les embruns, ses moteurs toujours à pleine puissance. Neutraliser la propulsion. L'équipe d'armes du destroyer déplaça sa visée vers le compartiment machine arrière. Une rafale contrôlée frappa la vedette derrière sa section centrale. L'image infrarouge s'embrasa de blanc, tandis que des fragments brûlants se détachaient du logement du moteur. Une fumée apparut le long de la poupe. Le contact 417 perdit de la vitesse, mais ne s'arrêta pas. Il filait encore à plus de 30 nœuds, son élan le portant vers le destroyer. Le navire américain poursuivit son virage. La distance chuta sous les 200 yards. Depuis la passerelle du destroyer, l'embarcation iranienne était désormais visible à l'œil nu. Les hommes d'équipage avaient abandonné le pont avant. 2 seulement demeuraient près de la timonerie. L'étrave renforcée se soulevait et retombait contre le sillage du destroyer. Les 2 navires n'étaient plus séparés que de quelques secondes. La poupe du destroyer traversa la trajectoire de la vedette. L'homme de barre iranien tenta une ultime correction. Trop tard. Le contact 417 manqua la coque du destroyer de moins de 50 yards, puis pénétra dans son sillage. La pression créée par le navire de guerre, bien plus imposant, frappa la vedette de flanc. Son étrave pivota violemment, la coque roula sur tribord, se redressa, puis tourna presque à 90 degrés, hors de sa trajectoire. Un moteur endommagé continuait de fournir une poussée. L'autre s'était arrêté. Le contact 417 se mit à tourner en cercle, à faible vitesse, incapable désormais de maintenir une route d'interception. La tentative de collision avait échoué. 3 des 4 vedettes iraniennes étaient désormais endommagées ou hors de combat. Seul le contact 423 restait pleinement opérationnel. La 4e embarcation se trouvait toujours près du pétrolier commercial, à 6000 nautiques derrière la trajectoire de retrait du porte-avions. Elle avait tiré la première torpille. Elle avait utilisé le fouillis radar civil pour dissimuler son approche. Et, contrairement aux 3 autres, elle n'avait jamais tenté de se rapprocher d'un escorteur américain.
À 2h42, le contact 423 réduisit sa vitesse à 18 nœuds. Le Seahawk restait au-dessus et en retrait, hors de portée des armes visibles sur le pont. Son capteur infrarouge suivait chaque mouvement à bord. Le second tube de lancement demeurait couvert, aucun marin ne s'en approchait. En revanche, 3 hommes s'étaient rassemblés autour d'un support d'équipement, près de la timonerie. Une antenne fine s'élevait de ce support. L'officier de guerre électronique du porte-avions détecta une nouvelle transmission, durant moins d'une seconde, apparaissant sur une fréquence, puis disparaissant vers une autre. Le rythme correspondait aux rafales précédentes, mais cette transmission ne suivait aucune manœuvre des vedettes iraniennes. Elle suivait la mise hors de combat du contact 411. Le contact 423 transmet de nouveau, rapporta l'officier de guerre électronique. Direction ? Est-nord-est, au-delà du tableau de surface. Le groupe aéronaval scruta ce relèvement. Aucun navire confirmé n'apparaissait dans la portée radar. Aucun aéronef n'était visible sur l'affichage tactique. Pourtant, la transmission n'était pas diffusée au hasard. Le contact 423 envoyait des informations vers quelque chose situé en dehors de la zone d'engagement immédiate. Le service de renseignement du porte-avions se mit à comparer les horaires des signaux avec les 20 minutes d'activité précédentes. La première transmission avait eu lieu lorsque le porte-avions avait changé de cap. La suivante avait suivi le déploiement de la première contre-mesure acoustique. Une autre avait été envoyée au moment du découplage du Seahawk. D'autres rafales avaient suivi les changements de position des escorteurs, l'activation des systèmes de conduite de tir et la mise hors de combat du contact 411. Chaque action défensive américaine majeure avait été suivie d'une courte transmission du contact 423. Le schéma était trop cohérent pour être ignoré. « Il rapporte notre séquence de réaction », déclara l'officier de renseignement. Le commandant observa l'ensemble de la chronologie accumulée. Les vedettes iraniennes n'avaient pas seulement tenté de placer des armes sur la route du porte-avions, elles avaient forcé le groupe aéronaval à révéler la manière dont il réagissait. La direction du virage d'urgence du porte-avions, le temps nécessaire aux escorteurs pour se repositionner, la séquence de déploiement des contre-mesures acoustiques, l'heure de décollage de l'hélicoptère anti-sous-marin, les systèmes de conduite de tir activés contre les contacts de surface rapide, les secteurs que les destroyers jugeaient les plus vulnérables. Chaque action avait été observée, puis transmise. Les torpilles étaient des armes. La formation des 4 vedettes constituait aussi un système de collecte de renseignements. Le porte-avions avait survécu à l'attaque, mais le contact 423 continuait d'enregistrer la défense. On peut légitimement se demander, en y repensant, jusqu'où doit aller la prudence d'un commandant avant que l'attente elle-même ne devienne le danger. Combien de temps peut-on observer un adversaire qui refuse de répondre avant que chaque seconde de retenue ne se transforme en risque pour son propre équipage? Et à l'inverse, que se serait-il passé si l'un de ces avertissements sans réponse avait, cette nuit-là, précédé un tir véritablement mortel plutôt qu'un bluff calculé? À 2h43, le tableau tactique gagna un nouveau contact. Une plateforme radar aéroportée soutenant le groupe aéronaval, détecta un écho faible au-delà de la limite orientale de la formation. Le contact restait hors de portée visuelle, sa vitesse était lente. Sa route correspondait au relèvement des transmissions du contact 423. L'écho apparut pendant 2 balayages radars, puis disparut. Le commandant américain n'avait pas besoin de savoir précisément quelle plateforme recevait ces données. Il lui suffisait de savoir que la liaison existait. « Poursuivez la collecte », ordonna-t-il. « Ne brouillez pas encore. » L'équipe de guerre électronique continua d'enregistrer. Changement de fréquence, durée des rafales, direction des signaux, minutage. Les Iraniens tentaient de cartographier la réaction défensive du porte-avions. En transmettant ces observations, ils permettaient aussi aux Américains de cartographier le réseau derrière l'attaque. Le groupe aéronaval garda ses systèmes de brouillage en réserve. Pour l'instant, le contact 423 croyait sa liaison sécurisée. À 2h44, le Seahawk diffusa un ordre direct. Embarcation iranienne 423. Arrêtez vos machines.
sécurisez toutes vos armes et préparez-vous à une inspection. » L'embarcation iranienne ne répondit pas. Sa vitesse grimpa à 25 nœuds. Le contact 423 se dirigea vers la poupe du pétrolier commercial. Ce dernier avait maintenu son cap tout au long de l'engagement, son équipage probablement inconscient de l'ampleur de la situation tactique se développant autour de lui. La vedette iranienne se positionna à moins de 500 yards du navire civil. La coque d'acier du pétrolier se trouvait désormais entre le contact 423 et le destroyer américain le plus proche. Ce placement était délibéré. Le destroyer ne pouvait engager la vedette sans mettre en danger le navire commercial. Le Seahawk se déplaça de l'autre côté, cherchant un angle dégagé. Le contact 423 imita ce mouvement. Chaque fois que l'hélicoptère se déplaçait vers l'est, la vedette se déplaçait vers l'ouest. Chaque fois que le destroyer changeait de position, l'homme de barre iranien replaçait le pétrolier entre eux. Il utilisait le navire civil comme un bouclier mobile. Le commandant américain ordonna au destroyer le plus proche de s'approcher par le quart opposé du pétrolier. Le destroyer augmenta sa vitesse, tout en gardant ses armes relevées, loin du navire civil. L'objectif n'était pas de tirer, mais de priver la vedette iranienne de sa couverture. À 2h45, la passerelle du pétrolier répondit enfin aux appels radio américains. « Navire de guerre des États-Unis, nous observons une petite embarcation militaire près de notre poupe. Demandons instruction. Maintenez cap et vitesse, ne manœuvrez pas sans en avoir reçu l'ordre. » Le pétrolier maintint sa route, offrant ainsi au destroyer un repère fixe. Le navire américain s'approcha par tribord, tandis que le Seahawk maintenait la pression sur le contact 423 par bâbord. L'espace disponible commença à se réduire. La vedette iranienne tentait de rester derrière le pétrolier, mais elle ne disposait plus d'assez d'espace pour compenser les deux positions américaines à la fois. Pour la première fois, son flanc tribord devint visible pour le destroyer. La caméra infrarouge capta l'antenne émettant une nouvelle rafale. L'officier de guerre électronique du porte-avions disposait désormais de ce qu'il lui fallait. Paramètres du réseau enregistrés. Le commandant donna l'ordre. « Coupez la liaison !» Le groupe aéronaval activa un brouillage électronique directionnel. La transmission du contact 423 s'arrêta au milieu de la rafale. L'écho-radar lointain disparut au même instant. À bord de la vedette, l'équipage réagit immédiatement. L'un se précipita vers le support de communication. Un autre ouvrit un compartiment situé en dessous. Un troisième traîna une caisse métallique vers le bastingage tribord. La caméra du Seahawk zooma. La caisse était rectangulaire, renforcée, reliée au support d'équipement par un câble. Le marin la débrancha et tenta de la faire basculer par-dessus bord. « Il se débarrasse de matériel », rapporta l'hélicoptère. Le contact 423 vira brusquement vers le pétrolier, forçant le destroyer à réduire sa vitesse. La caisse métallique resta sur le pont. Un second marin ouvrit un autre panneau près de la poupe. L'image infrarouge montra une hausse rapide de température à l'intérieur du compartiment. Cela pouvait être un système électrique en surcharge ou une tentative de détruire l'équipement avant sa capture. Feu délibéré possible à bord du contact 423. Le Seahawk répéta son avertissement. « Arrêtez vos machines immédiatement. Éloignez-vous de toute arme. » Aucune réponse. La vedette iranienne émergea de derrière le pétrolier et accéléra vers le destroyer, sa vitesse dépassant les 30 nœuds. Son tube de lancement restant commença à pivoter. Le destroyer établit une solution de conduite de tir. Le Seahawk se plaça derrière la vedette, gardant un contact visuel sur le lanceur. Le contact 423 présentait désormais une double menace, une tentative de collision ou un dernier tir à courte portée. « Portée 900 yards !» L'équipe d'armes du destroyer demanda l'autorisation d'engager. Avant que l'ordre ne soit donné, les moteurs du contact 423 s'arrêtèrent. Son radar s'éteignit, ses feux de navigation disparurent. Le tube de lancement se figea avant d'atteindre sa position de tir. L'embarcation continua sur son élan, puis commença à ralentir dans l'eau. Pendant plusieurs secondes, rien ne bougea à bord. Puis deux marins soulevèrent la caisse métallique du pont
et la firent basculer par-dessus le bastingage tribord. L'objet frappa l'eau et disparut sous la surface. Le Seahawk marqua la position. Quelques secondes plus tard, une bouée acoustique proche détecta un mouvement. Le contact était petit, il ne coulait pas verticalement. Il s'était stabilisé sous la surface et se déplaçait vers le sud, exactement sur la trajectoire de retrait du porte-avions. La dernière vedette iranienne s'était arrêtée, mais l'objet qu'elle venait de larguer, lui, était en mouvement, et il se dirigeait sous la route du porte-avions. Le porte-avions avait survécu à 2 attaques de torpilles. Voici qu'un 3e contact sous-marin se déplaçait directement sous sa trajectoire de retrait. À 2h49, l'objet largué par le contact 423 se trouvait à 6000 nautiques derrière le porte-avions, filant vers le sud à 9 nœuds, plus lentement que les 2 torpilles, mais à une profondeur remarquablement stable. Le Seahawk resta au-dessus du point de largage, tandis que ses bouées suivaient le contact à travers le sillage du porte-avions en train de s'effacer. Dans le centre d'information de combat du destroyer arrière, les opérateurs sonars comparèrent ce nouveau signal aux 2 armes déjà détectées. Le profil acoustique ne correspondait pas. Pas de bruit de propulsion à haute vitesse, pas d'accélération brutale, pas de schéma de recherche. Le contact ne poursuivait pas le porte-avions. Il suivait la route que celui-ci avait déjà empruntée. « Capteur mobile possible », rapporta le chef sonar. Le Seahawk se plaça devant le contact et largua une nouvelle bouée, directement sur sa trajectoire projetée. L'objet passa en dessous. Sa vitesse et sa profondeur restèrent inchangées. Puis, un signal faible apparut dans une bande de fréquence étroite, une impulsion de moins d'1 seconde, pointant de nouveau vers le contact 423. La caisse métallique n'avait pas été jetée pour détruire des preuves. Elle avait été déployée. Le service de renseignement du porte-avions assembla les données disponibles. L'objet était probablement conçu pour se déplacer lentement à travers le sillage du groupe aéronaval, enregistrant les signatures sous-marines, rythme des hélices, régime des arbres, vibration de la machinerie, bruit d'écoulement le long des coques, ainsi que les schémas acoustiques produits par le porte-avions et chaque escorteur durant les manœuvres d'urgence. Chaque grand navire de guerre génère une signature sous-marine distincte. Avec suffisamment de données enregistrées, des analystes peuvent distinguer un bâtiment d'un autre bien avant toute identification visuelle. Les vedettes iraniennes avaient forcé le porte-avions à virer, accélérer, modifier le régime de ses arbres. L'appareil placé derrière lui avait pour mission d'enregistrer le résultat. « Ne le détruisez pas !» ordonna le commandant du porte-avions. « Récupérez-le intact !» Le destroyer le plus proche modifia son cap vers le contact, tout en maintenant sa distance avec les vedettes iraniennes hors de combat. Un petit système sous-marin télécommandé fut mis à l'eau depuis la poupe du navire. Sa caméra et son sonar avancèrent devant le destroyer, permettant à l'équipage d'examiner l'objet sans exposer directement des marins au-dessus de lui. À 2h51, le véhicule sous-marin établit un contact visuel. La caisse n'était plus rectangulaire. Des panneaux s'étaient déployés après son entrée dans l'eau. De petites surfaces de contrôle s'étendaient de ses flancs. Une unité de propulsion compacte la déplaçait, tandis qu'un câble de capteur remorqué traînait derrière elle. Aucune section explosive n'était visible. L'appareil était conçu pour écouter, non pour frapper. Une équipe de récupération déploya un filin depuis le destroyer. Le véhicule sous-marin guida le filin à travers la trajectoire de l'objet. La première tentative échoua, l'objet continuant vers le sud. La seconde traversa sa route par l'avant. Cette fois, l'appareil entra dans la boucle. Le destroyer tendit le câble et ramena l'objet le long de sa coque, tandis que les systèmes de guerre électronique bloquaient toute nouvelle transmission. À 2h53, l'appareil fut hissé hors de l'eau. Il fonctionnait encore. Des voyants d'état restaient visibles sous l'un de ses panneaux. Son enregistreur interne continuait de stocker des données, même après que la liaison de communication eût été coupée. Le groupe aéronaval possédait désormais le capteur qui avait été placé dans son sillage. L'affaire venait de changer de nature une nouvelle fois. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, il s'agissait désormais de preuves. Derrière la formation,
Le contact 423 demeurait immobile, moteur coupé, son tube de lancement restant découvert mais figé. Le Seahawk maintint sa position au-dessus de la poupe, tandis que le destroyer américain le plus proche se rapprochait par tribord. L'ordre fut retransmis. Contact 423, faites avancer tout le personnel vers l'avant, gardez les mains visibles, n'approchez pas du système d'armes. Pendant plusieurs secondes, l'équipage iranien ne bougea pas. Puis un marin s'éloigna du support de communication, un second le suivit, les hommes près du tube de lancement se dirigèrent vers l'étrave. Aucun drapeau blanc n'apparut, aucune reddition formelle ne fut transmise, mais ce changement d'attitude suffit. L'équipage avait quitté l'arme. Une équipe de sécurité de la marine américaine s'approcha à bord d'un canot pneumatique à coque rigide, sous la couverture continue du Seahawk et du destroyer. Le canot d'arraisonnement resta hors du sillage de l'embarcation iranienne jusqu'à confirmation de l'arrêt de ses moteurs, puis vint se placer le long du bord. Les premiers marins montèrent à bord à 2h55, sécurisant les commandes de lancement avant d'entrer dans la timonerie. Le tube tribord était vide, le tube bâbord restait chargé, le système de mise à feu encore sous tension. À côté, l'équipe d'arraisonnement découvrit un ordinateur durci, relié au dispositif de communication. L'écran affichait une chronologie. Les changements de cap américains consignés minute par minute, les positions des escorteurs marquées autour du porte-avions, les émissions électroniques classées par fréquence et par durée, le décollage du Seahawk enregistré, les horaires de déploiement des leurres acoustiques mesurés. L'équipage iranien n'avait pas simplement observé la réaction du groupe aéronaval. Il l'avait catalogué, minute après minute. Un second ordinateur contenait le calendrier des transmissions, de courtes rafales de données envoyées après chaque action défensive américaine majeure, dont certaines avaient été accusées de réception par un récepteur extérieur. La dernière transmission avait échoué au moment où l'équipe de guerre électronique américaine avait coupé la liaison. L'équipe d'arraisonnement sécurisa les deux systèmes. L'attaque des 4 vedettes pouvait désormais être reconstituée d'un bout à l'autre. Le contact 411 avait perdu sa propulsion en tentant de pénétrer l'écran bâbord du porte-avions. Le contact 417 avait été neutralisé après s'être transformé lui-même en arme de collision. Le contact 429 avait subi des dommages à son moteur et à son système de lancement restant avant d'avoir pu tirer une seconde fois. Le contact 423 avait lancé la première torpille, coordonné l'attaque et tenté de recueillir les signatures acoustiques et électroniques du groupe aéronaval. Les 4 vedettes étaient désormais neutralisées. Aucune ne restait capable de poursuivre l'attaque. À 2h58, le porte-avions se trouvait à plus de 15 000 nautiques de la zone d'engagement initiale. Aucune arme n'avait touché sa coque. Aucun escorteur n'avait été frappé. La première torpille avait été détournée vers une eau vide. La seconde avait traversé un point désormais vacant de la formation. Les 2 signaux acoustiques supplémentaires s'étaient confirmés comme des leurres. Le dernier appareil sous-marin avait été récupéré intact. Le porte-avions réduisit sa vitesse, tandis que ses escorteurs reconstruisaient l'écran défensif autour de lui. Un destroyer reprit sa position avancée, le croiseur revint à tribord, l'escorteur arrière resta entre le porte-avions et les embarcations iraniennes hors de combat. La formation, disloquée par 2 tirs de torpille, redevenait une unité défensive unique. Mais le commandant américain n'en avait pas terminé. Pendant 29 minutes, le contact 423 avait transmis vers un récepteur situé hors de la zone de combat immédiate. Le groupe aéronaval avait délibérément laissé plusieurs de ces transmissions se poursuivre, chacune étant enregistrée. L'équipe de guerre électronique compara les directions des signaux, les changements de fréquence, les délais d'accusés de réception. Le récepteur extérieur avait tenté de se déplacer après le début de l'attaque. Ses émissions s'étaient légèrement décalées vers l'est, puis vers le nord, dessinant une trajectoire. La plateforme radar aéroportée soutenant le groupe aéronaval scruta la zone projetée. À 3 heures, elle détecta de nouveau ce contact faible. L'écho était trop lointain pour une identification visuelle, mais sa position correspondait au relèvement électronique
établie à partir du contact 423. La plateforme s'écarta aussitôt que les systèmes du porte-avions se concentrèrent sur elle. Elle avait surveillé l'opération depuis l'extérieur de l'écran défensif, tout du long. Les vedettes iraniennes avaient passé tout l'engagement à étudier le porte-avions. Le groupe aéronaval américain avait, lui, passé le même engagement à étudier tout ce qui se trouvait derrière elle. En laissant la liaison fonctionner, les Américains avaient capturé la méthode de transmission du réseau adverse. Ils avaient identifié comment les vedettes d'attaque se synchronisaient. Ils avaient mesuré le délai entre chaque observation et chaque accusé de réception extérieure. Ils avaient localisé la direction de la plateforme réceptrice. Lorsque le signal fut finalement coupé, le réseau derrière l'attaque n'était plus dissimulé. C'était précisément ce que les 4 vedettes n'avaient pas su anticiper. Leurs armes avaient révélé leur position, leur coordination avait révélé leur communication, et leur mission de renseignement avait fini par exposer le système qui les dirigeait. À 3h03, les premières lueurs du jour apparurent à l'horizon oriental. La surface de la mer passa du noir au gris sombre, et les résultats de l'engagement devinrent visibles. Le contact 411 flottait bas sur l'eau, de la fumée s'échappant de sa poupe. Le contact 417 tournait lentement en cercle, propulsé par un seul moteur endommagé. Le contact 429 s'était immobilisé plusieurs milles à l'est, son affût de lancement figé dans une position inutilisable. Le contact 423 demeurait aux côtés de l'équipe d'arraisonnement américaine, encadrée par 2 destroyers, surveillés d'en haut par le Seahawk. Plus au sud, le porte-avions poursuivait sa route. Son pont d'envol redevenait actif. Les équipes de pont retournaient vers les catapultes. Les manutentionnaires d'aéronefs positionnaient les chasseurs d'alerte pour le décollage. L'éclairage rouge qui avait recouvert le pont toute la nuit commençait à s'estomper sous le lever du soleil approchant. À 3h05, le porte-avions revint sur sa route assignée. Les escorteurs s'ajustèrent avec lui. L'affichage tactique du centre de conduite du combat ne montrait plus aucun contact hostile capable d'atteindre le navire. L'officier de quart tactique livra le rapport final. Tous les contacts hostiles de surface neutralisés, secteur sous-marin dégagé, aucun dommage sur le porte-avions. Le commandant se tourna vers l'affichage des opérations aériennes. Reprenez les opérations de vol. Sur l'étrave, le premier Super Hornet se mit en position de lancement. L'officier de catapultage vérifia le pont. Les moteurs du chasseur montèrent en puissance. La vapeur balaya l'étrave du porte-avions, tandis que l'appareil s'élançait dans le ciel matinal. 4 vedettes lance-torpilles iraniennes s'étaient approchées de 4 directions distinctes, avaient tiré depuis l'intérieur même de l'écran défensif et avaient tenté d'enregistrer chaque réaction américaine. Elles n'étaient jamais parvenues à toucher le porte-avions, elles n'étaient jamais parvenues à échapper aux escorteurs. Et avant même le lever du jour, la mission de renseignement conçue pour exposer la marine américaine s'était, elle, entièrement exposée elle-même. On peut se demander, en refermant cette nuit-là, ce que chacun aurait fait à la place de ces jeunes marins iraniens, obéissant sans doute à des ordres venus de bien plus loin qu'eux, sur ces coques fragiles, face à un porte-avions et à ses escorteurs. Et l'on peut tout autant s'interroger sur la retenue du commandant américain qui a attendu, observé, averti, au risque même de sa propre flotte, avant de répondre par la force. Entre la discipline froide d'un centre de commandement et l'instinct de survie d'un équipage isolé en pleine mer, où se situe, selon chacun, la véritable ligne du courage ?